Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet de ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument, les théories et méthodes de la psychologie clinique. C'est vraiment l'une des branches les plus captivantes des sciences humaines. Pourquoi ? Parce qu'on part explorer le mystère ultime, c'est-à-dire la psyché humaine. Pour bien visualiser la chose, n'imaginez pas le psychologue clinicien juste comme un professionnel froid dans un cabinet médical, voyez-le plutôt comme un détective. Un détective profondément empathique, dont le boulot est d'assembler les pièces d'un puzzle ultra complexe pour donner un sens à la souffrance humaine. Alors, quel est notre plan d'action aujourd'hui ? On va d'abord remonter aux origines de la clinique avant de rencontrer les pionniers de la discipline. Ensuite, on opposera le naturalisme à l'humanisme, on décortiquera l'art complexe de l'observation, on ouvrira la boîte à outils du clinicien et on terminera par l'aboutissement de tout ça, l'étude de cas singulières. Commençons tout de suite par notre première partie, aux origines de la clinique. C'est toujours fascinant de regarder d'où viennent les mots. Prenez le terme clinique par exemple. Eh bien, ça vient de la racine grecque klinikos, qui signifie tout simplement lit. Ça désigne littéralement une psychologie qui s'occupe d'un sujet allongé sur un lit. Ça pose tout de suite le décor, n'est-ce pas ? Ça souligne le côté intimiste, la pratique au chevet du patient en souffrance. Et même si aujourd'hui le domaine s'est énormément élargi, cette posture de proximité reste vraiment le cœur battant de la discipline. Et croyez-moi, l'évolution de cette pratique a été assez spectaculaire. Remontons au milieu du XVIIIe siècle. À l'époque, la folie était perçue comme un châtiment divin. C'était une période très sombre, les gens étaient carrément enchaînés. Mais à la fin du XVIIIe, véritable tournant, Philippe Pinel médicalise la maladie mentale et prend la décision historique d'ôter les chaînes des patients. C'est une révolution. Ensuite, au XIXe siècle, des figures comme Jean-Étienne Esquirol et Émile Kraepelin commencent à classifier ces maladies pour y mettre un peu d'ordre. Et tout ça nous mène finalement à l'année 1919, quand l'Association américaine de psychologie ouvre très officiellement sa première section clinique. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, les pionniers de la discipline. Vous savez, la psychologie clinique n'est pas sortie du chapeau d'un seul génie isolé. C'est l'œuvre de plusieurs pionniers visionnaires. Prenez l'américain Lightner Whitmer. Il fonde la toute première clinique psychologique en 1896. En France, Pierre Janet développe l'analyse psychologique en se focalisant vraiment sur les cas uniques. En Autriche, Sigmund Freud bouscule tout avec l'invention de la psychanalyse et du fameux appareil psychique. Et un peu plus tard, le français Daniel Lagache va rassembler toutes ces idées avec son concept d'interprétation compréhensive et sa théorie de la méthode clinique. Bref, c'est un vrai travail d'équipe à travers l'histoire. Passons maintenant à la troisième partie de notre décryptage, naturalisme contre humanisme. En gros, on a ici deux manières radicalement différentes de voir le monde. C'est un peu comme deux objectifs distincts pour la caméra de notre clinicien. D'un côté, on a le naturalisme. Là, on considère l'être humain comme un élément de la nature, soumis à des lois psychologiques universelles. On s'intéresse à l'interaction entre la génétique, l'environnement et l'adaptation. C'est une approche très globale. De l'autre côté, l'humanisme change complètement la donne. Ici, on considère chaque personne comme fondamentalement unique et capable de s'autodéterminer. On se concentre sur l'expérience consciente, sur ce qui se passe ici et maintenant, avec des approches comme la non-directivité ou les dynamiques systémiques. Deux visions, deux ambiances, mais les deux sont cruciales pour comprendre le patient. Allez, on avance avec notre quatrième partie, l'art complexe de l'observation. Alors posez-vous cette question une seconde. Est-il seulement possible d'observer un autre être humain de manière totalement neutre, sans avoir le moindre impact sur lui ? C'est ce que le philosophe Michel Foucault appelait le mythe du pur regard. Et la réponse est absolument pas. C'est tout bonnement impossible. Le simple fait que vous soyez là, présent dans la pièce, en train d'observer, ça altère la réalité de la personne en face. La réalité psychologique se construit justement dans cette interaction, dans cet échange entre deux êtres humains. Du coup, face à ce défi, comment fait le clinicien pour observer sans imposer ses propres biais ? Eh bien, il utilise une technique assez fascinante qui s'appelle l'attention flottante. C'est un concept freudien. L'idée, c'est que l'analyste écoute sans aucun préjugé, sans se focaliser consciemment sur un point précis. Il laisse littéralement son propre inconscient se connecter librement à ce que raconte le patient. C'est une écoute pure, sans filtre, qui évite de plaquer des théories toutes faites sur la souffrance de l'autre. Et pour vous prouver à quel point l'observation et l'interaction sont primordiales, il y a cette histoire du psychanalyste René Spitz. C'est à la fois poignant et incroyable. Après la Seconde Guerre mondiale, dans des orphelinats, on constatait une mortalité infantile effrayante chez les nourrissons. Et ce, malgré une hygiène irréprochable. Spitz a remarqué un paradoxe fou. Les bébés sages dépérissaient, alors que les bébés difficiles, ceux qui faisaient du bruit, survivaient. Pourquoi ? Tout simplement parce que les bébés difficiles provoquaient plus d'interactions de la part des infirmières. Ça a conduit à la découverte du terrible syndrome d'hospitalisme. La conclusion est sans appel.
L'amour, l'attention et l'interaction humaine sont biologiquement aussi vitaux que le lait. Abordons maintenant notre 5e partie, les outils du clinicien. Au-delà de l'observation brute, notre détective de l'esprit a besoin d'outils spécifiques. On utilise 3 grandes catégories de tests. D'abord, les tests quantitatifs, comme les échelles WICE ou WISE. Ça, c'est pour obtenir une mesure objective et chiffrée des performances cognitives et de l'intelligence. Ensuite, on a les tests qualitatifs de personnalité, comme le MMPI, qui permettent de dresser un inventaire très précis des traits de caractère. Et enfin, la catégorie la plus fascinante, les tests qualitatifs projectifs. On pense évidemment au célèbre test de Rorschach avec ses fameuses taches d'encre. Le but de ces outils-là? Explorer directement vos dynamiques inconscientes. Mais attendez, comment ça marche exactement, un test avec de simples taches d'encre? Tout repose sur un mécanisme fondamental, la projection. En psychanalyse, la projection est un mécanisme de défense. De façon totalement inconsciente, on va expulser nos propres sentiments, nos désirs inavoués ou nos angoisses et les attribuer à quelque chose d'extérieur. Donc, quand on vous montre une image ambiguë qui ne ressemble à rien de précis, vous êtes forcé de puiser dans votre propre esprit. Vous projetez littéralement votre réalité cachée sur le papier. C'est redoutablement efficace. Bien sûr, un autre outil absolument central, c'est l'entretien clinique. Ça n'a rien à voir avec une simple conversation. Ça se déroule généralement en 2 grandes étapes. L'étape numéro 1, c'est l'entretien d'évaluation. C'est le moment de recueillir les informations, de bien cerner la plainte du patient et de commencer à affiner un diagnostic. Une fois que cette base solide est posée, on bascule vers l'étape 2, l'entretien thérapeutique. Là, on ne cherche plus juste à analyser, on va véritablement accompagner la personne dans un processus de changement psychologique sur le long terme. Et nous voici enfin à notre 6e et dernière partie, l'étude de cas singulière. C'est là que toutes les pièces de notre grand puzzle s'assemblent. L'étude de cas, c'est tout simplement l'histoire unique d'un patient, mais interprétée à travers un cadre clinique précis. C'est le moment de faire la synthèse absolue de tout ce qu'on a récolté. Les moindres détails de l'observation, les mots échangés pendant les entretiens et les résultats bruts des tests. Le clinicien prend tous ces éléments éparpillés et les tisse ensemble pour former un récit humain global, totalement cohérent, qui rend justice à la complexité de l'individu. Pour clôturer ce décryptage, je veux vous laisser sur cette pensée puissante concernant Sigmund Freud. On disait de lui, il s'attendait à voir jaillir la lumière des cas singuliers. C'est une phrase tellement forte, non? Elle résume à elle seule l'essence même de la psychologie clinique. C'est cette conviction absolue que les vérités les plus universelles sur la condition humaine ne se trouvent pas forcément dans des normes statistiques impersonnelles, mais qu'elles émergent très souvent de l'étude profonde, intime et respectueuse d'une seule et unique personne. Et au fond, si tout un univers de connaissances se cache dans un seul individu, quel mystère reste encore à découvrir dans les méandres de notre propre esprit? Voilà une sacrée question pour terminer. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.